Bon voilà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose que j'ai découvert il y a quelques temps et dont j'ignorais l'existence, à savoir la fête de la VOD. Du 13 au 16 octobre, de nombreux films sur les plateformes participantes sont à 2€ en location et 5€ à l'achat en SD ou HD. C'est l'occasion de découvrir plein de films qui ne sont pas sur les plateformes de streaming et qui sont souvent difficiles à trouver. Perso, je consomme pas mal de VOD principalement pour cette raison, c'est comme une sorte de vidéoclub digital en gros. Il y a donc des vieux films, mais aussi des films plus récents que j'ai adorés, comme First Call, Licorice Pizza, Julie en 12 chapitres, Drive My Car, L'événement ou encore Last Night in Soho. Voilà, je vous mets toutes les infos en description, c'est l'occasion de voir tous ces films et plein d'autres pour seulement 2€. Et comme la tradition le veut, retour de l'intro traditionnelle. Bon voilà, dans le dernier épisode, je vous ai demandé d'écrire dans les commentaires le nom de l'artiste que vous aimeriez le plus voir dans Tabs. Et étonnamment, le nom qui est le plus revenu est celui d'Edward Norton. Étonnant en premier lieu, mais pas tant que ça au final quand on regarde la filmographie de cet acteur. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur une des personnalités les plus insaisissables d'Hollywood. Edward Harrison Norton est le 18 août 1969 à Boston, dans le Massachusetts. Son père, également nommé Edward Norton, est avocat ainsi que procureur pour le président des États-Unis Jimmy Carter, et sa mère est professeure d'anglais dans une grande école. Son grand-père, James Rouse, est quant à lui un célèbre urbaniste qui a carrément créé une ville, rien que ça, à savoir Columbia dans le Maryland, ville qui en plus se porte très bien aujourd'hui. Columbia, Maryland is the safest place to live in America. That's according to a new report by the personal finance website WalletHub. Voilà, je vous conseille de vous renseigner sur la vie de son grand-père car elle est folle. Tout ça pour dire qu'Edward Norton, vous l'imaginez bien, a grandi dans un environnement plutôt aisé. Il évolue au sein d'une famille d'artistes et lorsqu'il a 5 ans, sa babysitteuse, qui n'est autre que l'actrice qui joue Cosette dans Les Misérables à Broadway, l'emmène là-bas voir une pièce et le petit Norton tombe amoureux de cet univers. Do you understand why you became an actor? I mean, I know there are stories of babysitter taking you to see things, but no, and for just Cinderella this kind of and all reason. I mean, I really enjoy. I like storytelling. I like. I'm a big fan of movies myself. You know, I go like everybody else because it's fun. I think people do need ultimately still to get together. You know, like cavemen around a campfire to. Except now it's a movie screen instead of a campfire, and that light that someone's sitting there with all of us together telling a story. There's an impact to it. I think it's the way we sort out meaning and feel connected to other people. 3 ans plus tard, il monte pour la première fois sur scène, interprétant une petite souris dans une revisite de Cendrillon. D'ailleurs, Cendrillon est le premier film qu'il a vu en salle avec son père, qui par la suite va le sensibiliser au cinéma, en lui faisant découvrir des films comme Qui a peur de Virginia Woolf ou encore Ruggles of Red Gap, qui reste encore aujourd'hui un de ses films préférés. Edward Norton enchaîne avec quelques pièces de théâtre lorsqu'il est enfant et ado, avant d'entrer dans la prestigieuse université de Yale. Là-bas, il s'avère être un très bon athlète, capitaine de ses équipes d'aviron et de baseball, ainsi qu'un brillant élève diplômé en art et histoire. À Yale, il continue de se passionner pour l'acting et partage même une classe avec un acteur que j'adore, le très sous-coté Paul Giamatti. Au fil des années, Edward Norton développe une admiration pour Dustin Hoffman et Robert De Niro qui lui permettent d'avoir moins de complexes. De son propre aveu, ces acteurs l'ont inspiré puisqu'ils lui ont permis de réaliser qu'il était possible de réussir dans ce milieu sans être forcément un standard de beauté comme Robert Redford ou Paul Newman. À côté de ça, Edward Norton prend des cours de japonais et si je vous place cette info, c'est parce qu'à ce moment-là de sa vie, elle a son importance. Nous sommes alors en 1990 et à l'âge de 20 ans, Norton décide en quelques semaines de changer radicalement de vie en allant vivre au Japon. Et c'est à Osaka qu'Edward Norton atterrit afin de travailler dans une des entreprises de son grand-père urbaniste dont je parlais plus tôt. Car oui, pour ceux qui l'ignoraient, Edward Norton parle parfaitement japonais. C'est assez fou. 18年前に大阪に住んでいました。なんで4ヶ月ぐらい。それで日本語が上手なのすごいよね。やっぱりとってもスマートなのね、ここがね。練習したいんだよ。Et là-bas, il apprend également l'aïkido et le krav maga, sports de combat qui lui serviront plus tard dans une autre carrière. Mais après seulement 5 mois, il décide de revenir aux États-Unis afin de tenter sa chance dans la comédie, persuadé que son avenir se trouve là plutôt qu'au Japon. Direction New York où il enchaîne alors les petits boulots. Il est tour à tour serveur ainsi que correcteur dans une maison d'édition avant de se faire refouler d'un concours pour devenir chauffeur de taxi. Refoulé, il est également de l'Actor Studio qui par 2 fois ne le juge pas assez bon pour intégrer la célèbre institution. Alors Edward Norton a une idée. Il sonne à la porte du metteur en scène Terry Schreiber et lui propose ce deal.
tu m'apprends à jouer la comédie et en retour, je t'apprends à parler japonais. Le metteur en scène accepte et durant des mois, Edward Norton progresse seul dans son coin. En 1993, il joue dans une petite pièce de théâtre et commence à s'inspirer à fond de Al Pacino qui lui aussi a galéré en commençant avec des petites pièces à New York. À force de travail, il est repéré un an plus tard par l'auteur Edward Albee qui l'installe dans une pièce qui lui permet enfin de se faire remarquer. Nous sommes alors en 1994 et une directrice de casting nommée Charlie Rich lui propose de passer une audition pour un film qui se prépare avec Richard Gere. Tout simplement, le début de la gloire. Everyone says I love you. Et ce film avec Richard Gere, c'est Primal Fear, film dans lequel il incarne un homme accusé d'avoir sauvagement assassiné un archevêque. Ce rôle avait au préalable été proposé à Leonardo DiCaprio, Matt Damon ou encore Edward Furlong, mais tous ont refusé, laissant le champ libre au jeune Edward Norton qui est quand même passé devant 2100 autres types ayant passé le casting. Et déjà, Edward Norton apporte de lui-même une patte personnelle au personnage en lui ajoutant un bégaiement alors que ce n'était pas dans le script, j'y reviendrai plus tard. À seulement 27 ans et pour son tout premier film, Edward Norton remporte un Golden Globe et reçoit une nomination aux Oscars, performance incroyable. Et une performance qui tout de suite attire les grands d'Hollywood comme Warren Beatty. There is this story actually that I just read today, I think in Time magazine, that you got a call from Warren Beatty. Yeah, that's true. Who would want to do something like this. Yeah. He once told me a story about he and Jack Nicholson, and when Nicholson hit it in Hollywood, he called him up and said, you and I are going to be friends, you know, and we might as well get used to it. So why don't we have lunch and get together? That's exactly the kind of call I got. Et ce qui est fou, c'est que lors de cette même année 1996, il enchaîne pour ses débuts avec deux grands réalisateurs, Woody Allen pour Tout le monde dit I Love You et Milos Forman pour Larry Flint. Film dans lequel il joue avec Woody Harrelson, mais surtout Courtney Love, qui devient sa petite amie durant 4 ans, partageant même la scène avec elle le temps d'une date. Oui, car en plus de parler japonais et de bien jouer la comédie, Edward Norton sait également jouer de la guitare. Un an plus tard, Steven Spielberg lui propose de combattre des nazis dans Il faut sauver le soldat Ryan, mais il refuse, préférant carrément en jouer un dans l'inoubliable American History X. Pour ce rôle, il prend 20 kilos de muscles et durant 3 mois mange chaque matin un milkshake de plusieurs viandes mélangées. Sa prestation lui vaut une nouvelle nomination aux Oscars, mais la statuette lui échappe encore, l'Académie préférant sacrer Roberto Benigni pour La vie est belle. Nous sommes alors en 1998 et en 2 ans seulement, Edward Norton est déjà un acteur qui compte dans le paysage hollywoodien. Edward Norton n'a alors joué que dans 5 films et enchaîne en 1999 avec une œuvre inoubliable, Fight Club. Tout va hyper vite dans sa carrière. 5 ans en arrière, il était à Osaka et travaillait dans l'urbanisme. D'ailleurs, plus tôt dans Stabs, je disais qu'il avait appris là-bas des sports de combat, ce qui lui a servi pour Fight Club puisque plusieurs scènes ont laissé des blessures aux acteurs. Brad and I got really excellent fight training for a long time from a couple different fight coordinators and professional stunt guys, and we learned all kinds of fighting. Do fights where, you know, a person starts to punch and then you cut and flip over around the other side and you see a person jerking back, but it's a little bit of a cheat. And we were trying to do fight sequences in this that were much longer in terms of single shots, so that in one shot without a cut you would actually see, you know, 2 guys really going at it. En 2000, il poursuit sa progression folle en réalisant déjà son tout premier film, Au nom d'Anna, avec Ben Stiller et lui-même dans les rôles principaux, et juste après, il concrétise un rêve en jouant avec Robert De Niro et Marlon Brando dans The Score. Le gars, en seulement 5 ans de carrière, il a déjà pratiquement tout fait. Et il ne s'arrête pas là, car dans la foulée, il joue dans Dragon Rouge, la suite du Silence des Agneaux, puis dans la 25e heure de Spike Lee, dont il est également producteur, et dans lequel il délivre un des plus grands monologues de l'histoire du cinéma. Mais Edward Norton est un être humain, comme tout le monde, et cette notoriété soudaine et démesurée l'écrase, lui qui tient à garder sa vie privée intime et à pouvoir, comme il le dit, continuer de prendre le métro comme n'importe qui. Alors durant 3 ans, il coupe tout, terminé, plus de cinéma, et s'offre un break durant lequel il réalise un de ses rêves. Oh, well, good for you. And That was very exciting. how's that working out? It's been great. Yeah. It was a lifelong dream. Do you fly frequently? I do, yeah. Where like? I just tool around and look at things. All right. You take off from here in the area? I fly out of here sometimes. I live here, but I recently flew from Vegas up Death Valley. I flew up Death Valley. I've never seen Death Valley. Extraordinary. Il a d'ailleurs plusieurs fois déclaré que s'il n'avait pas été acteur, il aurait été pilote de ligne. Après 3 années loin d'Hollywood, il revient brièvement et masqué dans un film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, avant de produire un film passé complètement inaperçu et que je trouve formidable, Dawn in the Valley. Notons par la suite l'incroyable Hulk, tournage qui fut mouvementé, on y reviendra également, puis le début d'une collaboration avec Wes Anderson qui le fera tourner dans Moonrise Kingdom, I Love Dogs, The Grand
Grand Budapest Hotel ainsi que The French Dispatch. Et au milieu de tout ça, un film qui lui vaut sa 3e nomination aux Oscars, Birdman de Iñárritu. Un rôle qui n'est pas si éloigné de sa réputation à Hollywood, et ça, c'est le sujet du chapitre suivant. Car dans Birdman, il interprète un acteur irascible et très compliqué à gérer pour un metteur en scène. Et finalement, ce perso a pu être parfois assez proche d'Edward Norton. En 1998, pour le film Rounders, il impose au scénariste un changement dans le script afin que son personnage ne soit pas fumeur. La même année, pour American History X, il demande carrément à refaire lui-même un montage, n'étant pas satisfait du film proposé par le réalisateur Tony Kaye. Réalisateur qui depuis renie ce film et qui a demandé à ne pas apparaître dans les crédits de fin. Et comme vous allez le voir, je pense qu'il n'a toujours pas digéré. My vision of the film never made it to the screen because Edward Norton, the actor, was permitted by the producers to edit and alter the film. Et Edward Norton ne s'arrête pas là, puisque pour le film Frida, il arrive un matin avec des changements dans le script, et pour Dragon Rouge, pareil, en plein milieu, il réécrit le scénario, ce qui a failli provoquer une baston entre lui et le réalisateur Brett Ratner. En 2002, pour Death to Smoochy de Danny DeVito, il signe carrément un deal avec Armani et choisit lui-même ses vêtements pour le film, contre l'avis de la costumière et du réalisateur. Et enfin, dans l'incroyable Hulk de 2008, il impose au réalisateur français Louis Leterrier des changements dans le scénario et la mise en scène. Cet Hulk sera un échec et Marvel, furieux de lui avoir fait confiance, le désigne comme seul responsable du fiasco. Raison pour laquelle le rôle sera plus tard confié à Mark Ruffalo. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les studios sont assez frileux à l'idée de travailler avec Edward Norton, raison pour laquelle ce dernier a pris les choses en main en produisant, réalisant et écrivant le film Brooklyn Affairs en 2019. Au moins avec ces 3 étiquettes, il n'y a plus personne pour te faire chier. Bon, là je viens de citer plus ou moins un mauvais côté de la personnalité d'Edward Norton, encore que. Donc dans ce dernier chapitre, je vais rééquilibrer la balance avec une info profondément tabzienne. Tout d'abord, Edward Norton est connu pour avoir soulevé des dizaines de fonds pour des associations, en plus d'être une figure de la protection de l'environnement. Et même si tout ça est très cool, vous vous doutez que ce n'est pas ça qui est tabzien. Si je place son combat pour l'environnement, c'est pour créer une transition avec l'histoire qui nous intéresse. Très pote avec Leonardo DiCaprio, lui aussi fervent défenseur de cette même cause, il a l'habitude de l'accompagner dans des missions pour prévenir des dangers du réchauffement climatique. En 2010, Norton et DiCaprio se rendent donc sur les îles Galapagos afin de participer au documentaire Before the Flood. Lors d'une journée off, une plongée sous-marine est organisée pour les 2 acteurs, Norton maîtrise à fond l'exercice, DiCaprio pas trop. Fasciné par les animaux, ce dernier aperçoit plusieurs raies qu'il décide de suivre, s'écartant alors du groupe sans prévenir. Mais au bout de quelques minutes, Norton se rend compte de l'absence de DiCaprio et décide de faire demi-tour, se doutant par expérience que son pote pourrait manquer d'air. Et cela ne manque pas, après avoir galéré pour le retrouver, Norton découvre un DiCaprio en situation de détresse, ne pouvant plus respirer. Norton se précipite alors sur lui et lui donne de son oxygène, tout en remontant à la surface en apnée durant un long moment. Voilà, je vous avais prévenu que c'était tabzien, Edward Norton a tout simplement sauvé la vie de Leonardo DiCaprio. S'il n'avait pas fait demi-tour, on serait tous en deuil depuis 2010, tous ces films-là auraient sûrement existé, mais n'auraient pas été les mêmes. Donc merci à lui, qui en plus de savoir parler japonais, bien jouer de la comédie et bien jouer de la guitare, est également un héros. Ça fait beaucoup. Et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Edward Norton. Parmi mes favoris, j'ai choisi Down in the Valley, film dans lequel il joue un cow-boy à l'ancienne et solitaire dans un monde moderne. J'adore ce film. Et j'en profite pour vous rappeler que des tas de bons films sont donc à 2€ seulement en VOD sur ces plateformes-là, du 13 au 16 octobre. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain épisode, je vous propose un duel qui pue la testostérone puisque vous aurez le choix entre Vin Diesel et Jason Statham. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.